Un cri dans l'opulence. C'était un jeudi après-midi d'une douceur trompeuse dans le quartier de Crestwood Heights, l'enclave la plus exclusive de la ville. Les pelouses impeccables scintillaient sous le soleil, les fontaines de marbre murmuraient leurs chants discrets, et l'air portait le parfum entêtant des roses importées d'Italie, mêlées à l'odeur fraîche des haies taillées au cordeau. Une berline bleu marine, une Rolls-Royce fantôme rutilante, glissa silencieusement dans l'allée sinueuse d'un manoir aux colonnes blanches et aux vitres teintées. Elliot Harrington, 33 ans, descendit avec l'assurance d'un homme habitué à dominer le monde. Sa mâchoire carrée, son visage rasé de près et son costume bleu marine taillé sur mesure par un artisan de Savile Row respiraient une richesse insolente. Dans sa main droite, une mallette en cuir noir, gravée de ses initiales en or. Dans son esprit, un balai incessant de chiffres. Fusion d'entreprise, contrat à 9-0 et un dîner prévu ce soir-là avec un sénateur influent. Elliot gravit les marches de marbre menant à la porte d'entrée, son regard déjà tourné vers la prochaine victoire. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée en laiton poli, un cri déchira l'air. « N'ouvre pas la porte !» La voix, aiguë et désespérée, vibra comme une alarme. Elliot se figea, son pouce s'accélérant. Il pivota et vit un garçon, pieds nus, courir vers lui à travers l'allée. Âgé d'environ 7 ans, l'enfant était d'une maigreur alarmante, sa peau sombre contrastant avec une chemise kaki tachée de sueur et de crasse, déchirée au col. Son pantalon blanc, trop grand, flottait autour de ses jambes comme un drapeau en lambeaux. Dans sa main, il serrait un chapeau de paille jaune, froissé et décoloré, comme un vestige d'un passé meilleur. Ses pieds nus claquaient sur l'asphalte brûlant, et ses yeux, écarquillés de panique, brillaient d'une urgence qui cloua Elliot sur place. « Monsieur, n'entre pas là-dedans !» cria le garçon, sa voix se brisant sous l'effort. Il trébucha, manquant de tomber, mais se redressa, haletant. Elliot, déconcerté, fronça les sourcils. « Qui es-tu ? C'est une propriété privée. Sors d'ici. » Mais le garçon, imperturbable, s'approcha, les mains tremblantes. « Vous ne pouvez pas entrer. Ils ont mis quelque chose dans la maison. Quelque chose de dangereux. Croyez-moi, je vous en supplie. » Elliot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa main resta suspendue au-dessus de la poignée, son instinct partagé entre la méfiance et une étrange intuition. Ce gamin, avec ses vêtements en loques et sa peur palpable, n'avait rien à gagner à mentir. Pourtant, l'idée d'une menace dans son sanctuaire semblait absurde. Il pensa à appeler la sécurité, son équipe était à un appel radio de distance, stationnée à l'entrée de la propriété. Mais quelque chose dans la lèvre tremblante du garçon, dans la sueur qui perlait sur son front malgré la brise fraîche, l'en empêcha. « Qui a mis quoi ? Explique-toi, » dit-il, sa voix plus douce, presque paternelle. Le garçon, qui se présenta comme Malik, jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, comme s'il craignait qu'une ombre surgisse des parfaitement entretenus. 2 hommes, ensuite à capuche noire. Hier soir, tard. Ils sont entrés par effraction par la porte de derrière. J'étais caché derrière vos poubelles, près du mur du jardin. Ils ne m'ont pas vu. Elliot plissa les yeux, son esprit analytique passant en revue les détails. Qu'est-ce qu'ils ont fait, exactement? La voix de Malik trembla, à peine un murmure. Ils ont parlé à voix basse. L'un a dit, les riches gagnent toujours, mais ce soir, il ne se réveillera pas. Puis ils ont posé quelque chose près de la porte d'entrée. J'ai entendu un bip, comme un minuteur. Après, ils sont partis, juste avant l'aube. Le cœur d'Elliot s'emballa, un mélange d'adrénaline et d'incrédulité. Il posa sa mallette sur le sol, lentement, comme si le moindre mouvement brusque pouvait déclencher une catastrophe. Il recula d'un pas, puis d'un autre, ses yeux fixés sur la porte d'entrée, dont la poignée en laiton semblait soudain menaçante. « Comment tu t'appelles, petit ?» « Malik, » répondit le garçon, son corps frêle tremblant sous le poids de l'épuisement et de la peur. Ses côtes saillaient sous sa chemise, et ses pieds étaient noirs de crasse, marqués de coupures récentes. Elliot sortit son téléphone, ses doigts pianotant rapidement un numéro. En moins de 15 minutes, des sirènes hurlantes envahirent Crestwood Heights. Des voitures de police bloquèrent l'allée, leurs gyrophares projetant des éclats rouges et bleus sur les murs immaculés du manoir. Une équipe de démineurs, en combinaison renforcée, s'approcha de la porte avec une prudence méthodique. Leur verdict tomba comme une sentence. Un détonateur télécommandé, dissimulé dans un panneau de bois près de l'entrée, était programmé pour exploser à l'ouverture de la porte.
Un mécanisme sophistiqué, conçu pour tuer. Un pas de plus. Et Elliot Harrington, l'homme qui dominait les conseils d'administration et les gros titres, n'aurait été qu'un nom dans les nécrologies. Elliot se tenait à l'écart, les bras croisés, le regard fixé sur le balai des uniformes. Son costume, d'ordinaire un bouclier contre le monde, lui semblait soudain étouffant. Un enfant sans abri, un gamin que personne n'aurait remarqué, lui avait sauvé la vie. Mais une question le rongeait, qui voulait sa mort, et pourquoi? Un souvenir remonta à la surface, acide et douloureux. 6 mois plus tôt, Harrington Development Group, son empire immobilier, avait remporté un contrat controversé pour transformer un quartier ouvrier, Riverside, en un complexe d'appartements de luxe. Des immeubles décrépits mais pleins d'histoire avaient été rasés, des dizaines de familles expulsées, des petits commerces réduits à néant. Les protestations avaient été bruyantes, pancartes brandies, lettres enragées envoyées à son bureau, articles incendiaires dans la presse locale. Elliot avait balayé tout cela d'un revers de main. Seuls les chiffres comptaient, marge bénéficiaire, rendement pour les investisseurs, prestige. Parmi les expulsés se trouvait Victor Gain, un électricien de 42 ans, un homme au regard dur et à la voix rauque, qui avait tout perdu dans la tourmente. Sa maison, hypothéquée jusqu'au cou, avait été saisie. Sa femme, épuisée par la précarité, l'avait quitté. Son fils de 9 ans, placé en foyer d'accueil, lui avait été arraché. Victor s'était présenté un jour au siège d'Harrington Development, les mains calleuses et les yeux rougis, suppliant pour une compensation, une chance de récupérer sa vie. Elliot, occupé à signer un contrat à 8 chiffres, l'avait fait escorter dehors par la sécurité, sans un mot. La police confirma les craintes d'Elliot. Malik, tapi dans l'ombre derrière les poubelles, avait surpris Victor et un complice, un ancien artificier licencié d'une entreprise de démolition. Leur plan était une vengeance froide, faire d'Elliot un symbole, un avertissement aux puissants que leurs actes avaient des conséquences. Ils avaient sous-estimé un détail, un enfant invisible, dormant dans un coin de la propriété, un garçon que le monde avait oublié. Malik était assis sur les marches du jardin, ses doigts serrant son chapeau jaune comme un talisman. Ses yeux, d'un brun profond, suivaient les allées et venues des officiers avec une curiosité mêlée de méfiance. Elliot s'approcha, la poitrine oppressée par une culpabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'agenouilla à la hauteur du garçon. « Pourquoi m'as-tu aidé, Malik? Tu ne me connais pas. » Malik baissa les yeux, triturant un fil de son pantalon déchiré. « T'avais l'air gentil sur la photo. »« Quelle photo ?» demanda Elliot, perplexe. Malik fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit une page de journal, pliée en 4, tachée d'humidité et de saleté. C'était un article datant de 3 ans, publié dans le Crestwood Chronicle. Une photo en couleur montrait Elliot, souriant, en smoking noir, tenant un chèque géant de 2 millions de dollars destiné à l'orphelinat Saint-Maries. Un coup de communication orchestré par son équipe de relations publiques pour redorer l'image de l'entreprise après un scandale fiscal. Elliot se souvenait à peine de l'événement, un gala ennuyeux, du champagne tiède, des poignées de main mécaniques. Il n'était jamais retourné à Saint-Maries. Mais pour Malik, cette photo était un trésor. « J'ai vécu là-bas », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Cette année-là, ils ont réparé le toit. On avait des nouveaux lits. Le silence qui suivit fut comme une larme. Elliot fixa le journal, les bords déchirés tremblant dans sa main. Il revit le sourire figé qu'il arborait sur la photo, un masque pour les caméras. Il se releva, le souffle court, et fit signe à un officier. « Prenez soin de ce garçon. Nourriture, vêtements, un médecin. Tout ce dont il a besoin, immédiatement. » Malik leva des yeux écarquillés, méfiant. « T'es pas fâché contre moi. » Elliot s'agenouilla à nouveau, posant une main ferme mais douce sur l'épaule frêle du garçon. « Malik, tu m'as sauvé la vie. » À cet instant, une agitation éclata près de l'allée. Victor Gain, menotté, fut escorté hors d'une voiture de police. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre, son visage marqué par la fatigue et la rage. Leurs regards se croisèrent. « Je t'ai supplié, Harrington, » cria-t-il, sa voix rauque vibrant de désespoir. « Tu m'as pris mon fils. Ma vie. Tu crois que ton argent te protège de tout? » Elliot ne détourna pas les yeux. Pour la première fois, il ne vit pas un fauteur de troubles, mais un homme brisé, poussé à bout par ses propres décisions. Il pensa à son frère, Daniel, mort 3 ans plus tôt dans une ruelle,
un sans-abri rongé par l'héroïne. Elliot, alors en voyage d'affaires à Dubaï, n'avait appris la nouvelle que trop tard. Il n'avait pas assisté à l'enterrement. L'argent, qu'il accumulait sans relâche, n'avait pas pu sauver Daniel. Cette culpabilité, qu'il enfouissait sous des contrats et des jets privés, ressurgit comme une vague. Le cri de Malik, cet avertissement désespéré, était un écho de ce qu'il n'avait pas su entendre pour son frère. Cette nuit-là, après que les autorités eurent sécurisé la propriété, Elliot fit quelque chose d'inhabituel. Il ôta son costume, enfila un pull en cachemire gris, et s'assit près de Malik sur les marches du manoir. La lumière du porche projetait des ombres douces sur leur visage. « Et si je n'avais pas écouté ?» demanda-t-il, presque pour lui-même. Malik, serrant ses genoux contre sa poitrine, répondit après un long silence. « Parfois, les gens n'écoutent que quand tout explose. » Ces mots frappèrent Elliot comme un coup de poing. Il observa Malik, ses coudes usés, ses joues creuses, la poussière incrustée dans ses cheveux bouclés. « Où est ta famille, Malik ?» Le garçon haussa les épaules, son regard perdu dans l'obscurité du jardin. « Maman m'a laissé à Saint-Mariès quand j'avais 4 ans. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle n'est jamais revenue. J'ai fugué chaque fois qu'ils ont essayé de me mettre en foyer. La rue, c'est dur, mais au moins, je choisis. » Elliot sentit une boule se former dans sa gorge. Il se leva, un sourire fragile aux lèvres. « Viens avec moi. J'ai une chambre d'amis, une douche chaude, et assez de pâtes pour nourrir une armée. » Malik hésita, ses doigts serrant le bord de son chapeau jaune. Puis, timidement, il tendit la main et saisit celle d'Elliot. Ce geste, si simple, fut comme une passerelle entre deux univers. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant. Elliot veilla sur Malik, lui offrant un lit, des vêtements neufs et des repas chauds servis dans la vaste cuisine du manoir, où le garçon s'émerveillait des lustres en cristal et des comptoirs en marbre. Mais plus que des biens matériels, Elliot donna à Malik quelque chose de rare, son attention. Autour d'une table en chêne, le garçon raconta ses années dans la rue, les nuits glaciales sous les ponts, les bagarres pour un coin de trottoir, les noms des autres enfants errants, comme lui, oubliés par le monde. Elliot écouta, un carnet à la main, notant chaque détail avec une intensité qu'il réservait autrefois à ses bilans financiers. Il agit ensuite. Il rouvrit l'orphelinat Saint-Mariès, mais pas pour une photo opportuniste. Il finança une rénovation complète, des salles de classe lumineuses, des thérapeutes pour les enfants traumatisés, une bibliothèque remplie de livres neufs. À l'entrée, une plaque en bronze portait l'inscription « À Malik, qui a sauvé plus qu'une vie ». Il engagea des éducateurs formés, des psychologues, et s'assura que chaque enfant avait un plan pour l'avenir. Victor Gaines, après un procès médiatisé, obtint une peine réduite. Elliot, contre l'avis de ses avocats, témoigna en sa faveur, révélant que Victor avait tenté toutes les voies légales avant de sombrer dans la vengeance. Il finança également une recherche pour retrouver le fils de Victor, Noah, placé dans un foyer à l'autre bout de l'État. Un avocat spécialisé fut chargé de réunir père et fils, une fois les conditions réunies. Mais la véritable transformation se joua entre Elliot et Malik. 2 semaines plus tard, lors d'une conférence de presse dans le hall de Harrington Développement, Elliot prit la parole devant une foule de journalistes, Malik à ses côtés, vêtu d'un pull bleu marine et tenant toujours son chapeau jaune. « Je vous présente mon fils, déclara-t-il, la main posée sur l'épaule du garçon. Je ne l'ai pas adopté par pitié ou par dette. Je l'ai fait parce qu'il m'a vu, moi, au-delà des chiffres et des titres. Et j'ai vu en lui un courage que ce monde a trop longtemps ignoré. » Malik, les yeux brillants de larmes, serra son chapeau contre sa poitrine. La maison où Elliot avait frôlé la mort devint un foyer, un lieu où 2 âmes blessées apprirent à guérir, ensemble. Pour la première fois, Elliot comprit que la richesse véritable ne se mesurait pas en dollars, mais dans les vies qu'il pouvait changer, à commencer par celle du garçon qui lui avait rendu la sienne. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus d'émotions, de suspense et des histoires inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, soyez gentils, restez curieux et continuez à regarder.